Bon, bonjour. Oui, donc ce qu'on m'a demandé de faire comme spectacle pour commencer, c'est un peu de faire une introduction. Vous remarquerez que sur le livre donc, que j'ai eu l'honneur et l'avantage de publier, c'est écrit les biens communs de la connaissance, et puis que sur mon titre, c'est les communs. Et je pense que dans ce basculement de termes qui s'est fait en quelques années, en 2-3 ans, il y a un basculement très important que je vais essayer de montrer tout au fil de mon exposé. C'est un basculement d'une centralité sur le bien qui est partagé à une centralité sur l'organisation sociale, ce qu'on appelle la gouvernance, et le régime de droit qui lui est associé. Et qu'en quelques années, l'ensemble des gens qui travaillent sur les communs, que ce soit d'un point de vue théorique ou d'un point de vue pratique, ont fait ce basculement. Alors, en fait, pourquoi aujourd'hui on a organisé Ville en bien commun, pourquoi il y a des exposés ici, c'est que si vous écoutez bien le discours autour de nous, le discours ambiant, les termes bien commun, commun, mais aussi le bien commun, sont sur toutes les langues. Donc toutes les lèvres aujourd'hui prononcent des termes où il y a commun, où il y a bien dedans, parce que d'abord c'est pour le bien. On entre en période électorale, donc tout le monde est pour le bien. Je pense qu'il faut faire déjà une première distinction entre le bien commun, qui est une notion théologique, qui renvoie à Aristote, qui renvoie à l'idée de quelque chose qui serait bon pour la société, que dans notre tradition républicaine on appelle le bien public aussi, et puis les biens communs, qui sont quelque chose de lié plutôt au début à une forme économique de relation au bien, c'est-à-dire c'est un bien dont je vais y revenir un peu tout à l'heure, dont la gestion est commune et qui sont offerts au partage pour la communauté qui les gère. La notion de bien commun, de bien public, est une notion économique qui a été lancée dans les années 50 par Paul Samuelson, qui cherche à caractériser des biens qui, dont on ne pourrait pas exclure l'usage, donc qui sont non excluables, et qui sont non exclusifs, c'est l'usage par l'un n'empêche pas l'usage par l'autre. Donc c'est une formule économique qui fait florès, notamment depuis une dizaine d'années, c'est un terme central dans l'activité de la Banque mondiale. C'est une notion qui élimine la gestion de la maintenance du bien. C'est comme si, à l'intérieur du bien, il y avait du bien au sens économique, il y avait quelque chose qui favorisait, qui rendait de toute évidence et de toute éternité le fait que ce bien resterait partageable. Or, justement, toute l'histoire des biens communs est l'histoire de résister, organiser, structurer pour que le bien persiste, reste encore utilisable et partageable. Bien sûr, il y a la question en France qui est particulièrement centrale du service public, puisque de facto un certain nombre de biens communs, on le verra, sont soit gérés, soit chapeautés, soit organisés par le service public ou par ce qu'on appelle en Europe les services d'intérêt général. Donc voilà. Alors pourquoi c'est un récit nécessaire aujourd'hui de réinnover en fait autour de cette question des communs le discours qu'on a globalement. Moi je pense que les communs nous permettent de repenser différemment dans le cadre des trois grandes crises. Alors j'ai mis crise économique entre guillemets parce que depuis 1973 qu'on nous parle de la crise économique, il faut reconnaître que c'est devenu le mode de fonctionnement normal de l'économie, c'est tout. Donc dans le fonctionnement normal de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des crises sociales par contre, qu'il y a des déperditions, qu'il y a des problèmes d'organisation de la société qui en découlent. Et comment les communs sont un moyen d'y faire face ou de proposer des nouvelles solutions. La deuxième crise à laquelle on fait face, c'est les limites de la démocratie représentative. Donc on voit bien que quand les gens n'ont comme seule solution que de déléguer en fait leur capacité d'action, eh bien eux-mêmes ils n'agissent plus. Ils restent couche potatoes devant leur télévision. Et ça, c'est les communs, la capacité à s'organiser en commun devient un moyen donc laboratoire d'idées pour la démocratie. Enfin, la troisième prise de conscience que nous avons, c'est la prise de conscience de la crise écologique, le fait que le monde est fini, c'est Planet Earth. Nous l'avons maintenant vu d'en haut et nous savons que nous n'irons pas plus loin que cette planète-là. Nous n'avons pas de planète de rechange. Et donc, ça veut dire qu'il se pose toute une série de problèmes qui en découlent sur ce que j'ai appelé tout à l'heure les biens universels, ces biens communs universels, c'est-à-dire ceux qui sont liés à l'existence de la planète Terre.
Ensuite, ce récit nécessaire, il est important, en fait, parce qu'il s'appuie sur des pratiques existantes. C'est-à-dire, on peut parler des communs, ce que je vais faire à partir du transparent suivant, en disant qu'ils existent d'ores et déjà, et je dirais même depuis toujours. Ils existent dans les conditions pour faire face aux conditions difficiles. Si vous regardez l'histoire du monde, à chaque fois qu'il y a eu des conditions difficiles, à ce moment-là, on s'aperçoit que ce qui fait fonctionner, ce qui solidifie les sociétés, c'est l'existence de gestion en commun, du fait qu'il y a des choses en commun. C'est pas nouveau, vous savez, Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, celui qui a inventé l'indice de développement humain, etc., a fait sa thèse en 1957 sur les famines liées aux inondations en Inde du Sud, et qui montrait que dans tous les villages où il y avait des structures communes, une organisation, une forme d'égalité, alors la famine était beaucoup moins forte que dans les villages qui développaient l'inégalité et le manque de participation, qui pouvaient éventuellement être plus riches au départ, mais qui se trouvaient beaucoup moins bien à la fin parce qu'une large partie des pauvres de ces villages-là disparaissaient. Il y a un autre exemple que donne David Bollier dans le livre, alors bientôt nous ne serons plus le seul livre sur la question, puisque David Bollier est en train de faire traduire, enfin c'est presque fait, son introduction au commun. Et il commence par cet exemple, là aussi venu d'Inde. Vous savez, au moment de la Révolution verte en Inde, dans les années 60, on a voulu imposer des semences industrielles. Le problème, c'est que quand il y a des crises comme la crise alimentaire de 2008, c'est en fait les villages qui ont continué à maintenir des semences traditionnelles, qui n'étaient pas obligés d'aller les acheter auprès des semenciers de la Révolution verte. C'est les femmes de ces villages-là qui ont permis, dans tout l'Andhra Pradesh, de continuer à avoir des villages qui se nourrissaient. Alors donc faire face aux conditions difficiles, mais ça serait grave de limiter les communs à cette situation-là. Il faut regarder aussi que les communs permettent de développer des plaisirs partagés. Et c'est l'idée générale que la culture, ça se partage. C'est-à-dire, quand vous avez un livre qui vous a plu, vous n'avez qu'une envie, c'est que vos amis le lisent. Et donc la culture, ça se partage, et ça fait partie de cette convention en commun qu'a toujours existé. Jamais personne n'a voulu rester dans son coin à lire son livre pour jamais le partager ou écouter ses disques. Enfin, rappelez-vous, quand vous étiez ado, vous aimiez les partager. Voilà. Et donc cette logique de mise en commun, alors, qui pose des problèmes. C'est pas simple, c'est pas évident. Je pense que Lionel en parlera beaucoup mieux que moi. Ça pose des problèmes à l'économie culturelle. Mais c'est une volonté des individus, et donc c'est à partir de cette volonté qu'il faut réorganiser les questions qu'on se pose. Enfin, c'est tous les communs qui existent à chaque fois que des mouvements sociaux se créent sur un sujet pour exister collectivement ou pour protéger. Le transparent suivant, ça va être... Non, c'est pas... Je peux me permettre une question ? Ça veut dire, en fait, on a l'impression que les communs, ils existent beaucoup en contre. Ah non ? Quand on partage la culture, on n'est pas en contre. On est vraiment en créer quelque chose. Mais en réaction à une crise, Non, alors si vous avez compris ça, c'est que je me suis mal exprimé. Non, j'essaye de te faire préciser. Ils existent toujours. C'est-à-dire, il y a un très beau titre d'un livre de Patrick Vivray qui s'appelle « Pourquoi ça ne va pas plus mal ?» C'est en fait parce que les gens organisent des choses en commun. J'irais même jusqu'à dire le travail des femmes à l'échelle du monde non rémunéré est ce qui permet de faire vivre les sociétés. Et celui-là, il ne participe pas de ces notions de crise, d'économie, d'échanges marchands, des choses comme ça. Il participe de la vie des individus. Et c'est dans les situations difficiles, donc les périodes de disette, de famine, de sécheresse, etc. C'est dans ces moments difficiles que, en réalité, on s'aperçoit que si les sociétés survivent, c'est qu'elles s'accrochent, elles s'appuient sur une véritable vie commune. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Donc, bon. Un des exemples qui montre ça, c'est la question du numérique. Et c'est pour ça d'ailleurs que le terme des communs est revenu aussi à l'ordre du jour, c'est que le numérique a permis de les reposer autrement. Une des qualités du numérique, c'est que sa reproduction a un coût marginal qui tend vers zéro. Donc le coût de reproduction du énième exemplaire, c'est presque plus rien. De toute façon, le capital a déjà été investi, vous avez l'ordinateur, le réseau, etc. Et puis qu'il peut facilement être transmis. Donc dès lors, se pose le problème de savoir est-ce que c'est ou non un bien public. C'est au sens que je vous ai donné tout à l'heure, économique. Comme ça ne coûterait plus rien de l'échanger, des gens disent c'est devenu éternel. Or justement, le numérique nous montre très clairement que si on n'entretient pas un bien numérique, il meurt.
Si on ne fait rien, le livre que vous avez fait en numérique, il est dans un format qui n'est plus lisible, il n'y a plus aucune machine qui sait le reproduire. S'il n'est pas transmis et réorganisé, ça ne marche pas. Enfin, donc on est justement dans une notion, le logiciel libre typiquement a besoin d'être entretenu en permanence. Et c'est les formes et les méthodes de cet entretien qui en font un bien commun, et pas la nature même du bien. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, avec le numérique, on a basculé de cette idée justement qu'on avait des biens économiques qu'on vendait, modèle Microsoft, je vous vends un logiciel, même s'il est duplicable, c'est pas grave, vous pouvez pas, et puis bon, si vous pouvez, de toute façon, il faut repasser à la caisse au bout d'un an pour avoir la nouvelle version. Donc on est passé de ce modèle-là à un modèle où c'est tout l'Internet lui-même qui devient le bien commun. C'est l'intégralité du réseau et de son fonctionnement qui, dans son renouvellement permanent, devient un bien commun. Et un des outils qui en fait un bien commun, c'est, ce que j'ai mis entre guillemets, parce que c'est toujours compliqué à expliquer, la démocratie technique. C'est-à-dire le fait que ce sont les ingénieurs de l'Internet qui créent les normes, elles ne leur sont pas imposées de l'extérieur. Ils créent les normes en fonction de leurs pratiques et de leurs usages pour développer l'Internet comme quelque chose qui va rester vivant et rester partageable. Alors, le problème des biens communs, donc ce que citait Charlotte Hess tout à l'heure, la citation que tu as faite de Charlotte Hess, c'est l'inverse des biens communs. Toujours important de regarder les choses par l'autre côté, c'est ce qu'on appelle les enclosures. Les enclosures, c'est un terme qui vient de la manière dont, dans les campagnes anglaises, on a enclos les champs qui auparavant, ou les forêts, qui auparavant étaient partagés par les paysans. Ça a été en Angleterre un mouvement très très violent. Il y a eu des centaines, des milliers de morts, enfin, il y a eu des révoltes paysannes, ça a duré au moins 200 ou 300 ans, enfin, ça a été quelque chose de très puissant. Donc on a appelé le mouvement des enclosures, cette démarche pour enclore les champs, et l'historien des communs Peter Linbow estime que une telle violence fait que ce terme enclosure n'appartient plus à l'histoire de l'Angleterre, mais doit devenir un terme central, général, partagé dans le monde entier. Et d'ailleurs, il donne dans son livre toute une série, on a traduit l'introduction dedans, toute une série d'exemples de formes d'enclosure qui ont eu lieu partout ailleurs dans le monde au cours de l'histoire. Donc de moments en fait où on prend des biens qui étaient partagés, et on définit des clôtures, on attribue un propriétaire, parfois même on attribue un propriétaire d'État, souvenez-vous de l'URSS. Donc voilà, les enclosures, c'est en fait tout ce qui fait qu'il y a extension de la sphère marchande privée ou de la sphère étatique sur des choses qui auparavant étaient gérées collectivement. Alors ça va, par exemple, en culture, c'est la question du domaine public. L'enclosure sur le domaine public, c'est en fait le fait de repousser en permanence le moment où une œuvre rentre dans le domaine public. C'est le fait d'avoir, comme malheureusement la Bibliothèque nationale de France l'a fait, un contrat qui, une fois qu'une œuvre du domaine public sera numérisée, elle va rester, prioritairement associée à celui qui va avoir participé à sa numérisation. C'est-à-dire que c'est une manière de reprendre du pouvoir sur des choses qui devraient appartenir à tout le monde. C'est aussi l'enclosure d'un certain nombre de services publics, comme l'éducation, donc un bien fondamental, qui a tendance à être de plus en plus, à l'échelle du monde, privatisé. Enfin, c'est tout ce qui participe du détournement des activités communautaires. Comme je vous l'ai expliqué, si on passe du bien commun au commun, en réalité, ça n'est plus uniquement le bien qu'il faut juger, mais une enclosure peut se diriger contre la communauté. L'exemple typique, si vous avez des brevets de logiciels, vous ne pourrez plus avoir de nouvelles créations, de nouvelles inventions faites par la communauté des développeurs du logiciel libre. Ça ne touchera pas au logiciel qui existe à l'heure actuelle, donc le bien lui-même ne sera pas touché. C'est la communauté qui sera détruite dans sa capacité à créer ou à adapter les logiciels. On a la même chose avec le tourisme et les paysages, etc. Parmi ces communs, alors quand dans le sens commun, on parle des communs, les gens pensent ce que j'appelle les communs universels. En anglais, ils disent Global Commons. On a essayé de traduire par communs globaux, mais en fait, ce n'est pas très clair. L'eau, par exemple, est un commun universel, mais il est localisé toujours. Tu vas en parler mieux que moi, mais c'est toujours un bassin versant, il y a toujours une certaine quantité d'eau qui arrive quelque part, et donc comment celle-là est gérée, protégée, organisée, défendue contre les pollutions, qui sont une autre forme d'enclosure.
Donc voilà, par exemple, l'atmosphère elle-même, qui est un bien commun universel, on peut avoir des enclosures sur l'atmosphère. Typiquement, la pollution, quand aujourd'hui, peut-être on a une voiture au diesel, on participe du décès de 42 000 personnes par an. Voilà, c'est une forme d'enclosure sur l'usage de l'atmosphère qui auparavant était un bien partagé par tous. Voilà. C'est aussi l'idée qu'il y a une relation culturelle entre les biens naturels et les communautés qui vivent dessus. Hein. Ce qui nous amène à un mouvement qui est né en Amérique latine et qui se développe de plus en plus, les gens qui parlent du right of Mother Earth, les droits de la mère nature, non pas d'un point de vue religieux, hein, il y a une origine religieuse, mais qui le voit plus généralement, c'est de quelle manière cette nature qui est commune et universelle va pouvoir se défendre face aux emprises qui sont faites contre elle. À côté de ces communs universels, il y a les communs construits. C'est-à-dire il y a tout ce qui fait que des gens se sont mis ensemble pour construire quelque chose ou utiliser en commun quelque chose et le rendre disponible au-delà, enfin d'abord à l'intérieur de leur communauté et pour certains au-delà de leur communauté. Alors c'est typique du numérique ça. Typique du numérique où des gens font quelque chose ensemble et l'offrent en partage au reste puisqu'on a toutes les qualités dont j'ai parlé tout à l'heure, d'une reproduction à un coût marginal qui tend vers zéro et puis de diffusion très très facile. C'est aussi les semences. Les semences, tout ce qui est l'agro-biodiversité, ça n'a rien de naturel. C'est des milliers d'années de travail de sélection des paysans. Et c'est un travail permanent, parce que si on n'adapte pas en permanence les semences aux nouvelles situations, que ce soit celle de la Terre, et à l'heure actuelle, celle que nous connaissons dramatiquement, qui est le changement climatique global, si nous n'adaptons pas les semences au changement climatique global, alors nous allons tous y perdre. C'est-à-dire la vie globale sera perdue, et ça se fait par des paysans qui pratiquent une forme d'échange communautaire. Ce n'est pas uniquement de dire les semences sont libres à tout le monde, ce n'est pas le domaine public. C'est vraiment des notions de partage entre paysans pour adapter aux nouvelles situations. Donc c'est aussi dans cette question, ce qui fait qu'un commun n'est pas tout à fait la même chose qu'un bien public, c'est qu'il y a des conditions à son usage, qui sont soit des conditions internes, je ne partage pas avec n'importe qui, disent les paysans, mais avec ceux qui vont savoir croiser avec leurs propres plantes, ou je n'ouvre pas le logiciel comme ça, sans responsabilité, comme disent les gens du logiciel libre avec la General Public License, c'est-à-dire c'est une licence qui dit en substance, si vous modifiez le logiciel et que vous le redistribuez, vous en avez tout à fait le droit, mais par contre, ce que vous avez rajouté en plus, ça reste dans la communauté. Donc il y a un devoir, il y a une forme de gouvernance qui est établie dans une règle, un contrat, qui permet de distinguer justement le fait que c'est un commun d'un bien public. Ensuite, sur les communs, on a deux grandes catégories que j'appelle soustractifs et additifs. C'est en fait quand on a un bien rival. Si j'ai une rivière et j'en fais un réseau d'irrigation, s'il y a quelqu'un qui prend de l'eau, les autres n'en auront pas. Donc le problème de cette communauté-là, c'est de répartir équitablement l'eau du réseau d'irrigation et de faire en sorte que demain, il y ait encore de l'eau. C'est-à-dire de ne pas tout prendre le même jour, d'avoir des règles d'usage, etc. Et donc des règles internes à la communauté pour qu'il n'y en ait pas un qui dise « moi, de toute façon, j'en ai rien à faire et je continue à prendre toute l'eau dont j'ai besoin pour mon propre champ ». Donc voilà, on a ces biens rivaux-là, on a des formes de gestion des communautés qui sont dans l'ordre de la maintenance. A contrario, on a d'autres biens qui sont non rivaux, typiquement le numérique, où là, leur véritable qualité s'exprime au contraire quand ils sont multipliés. Plus il y a de gens qui s'en servent et plus le commun a de l'importance. Alors, face à ça, il faut qu'on apprenne à étudier les communs. Et là, je cite la phrase de Elinor Ostrom, donc, qui a eu ce qu'on appelle le Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède, je ne sais pas quoi, en 2009. Elle dit « chaque commun est un cas particulier ». Et donc, ça va être difficile d'avoir une règle générale pour les communs, et tant mieux. Et tant mieux, puisque c'est là pour renouveler notre imaginaire politique. Donc, n'ayons pas des règles générales, mais au contraire, n'ayons pas peur d'analyser chaque commun. Moi, je donne quatre piliers
pour faire cette analyse. Le premier, c'est quel est le type de bien concerné. J'ai cité plusieurs exemples dans le numérique ou dans le naturel. Le deuxième, c'est quel est le bundle of rights, c'est-à-dire il n'y a pas que la propriété qui est importante. Il y a des droits d'usage, il y a des droits collectifs, on peut tout à fait séparer en droit l'usus, le fructus et l'abusus, enfin tous ces éléments-là. Donc chaque bien a un ensemble de droits qu'il faut examiner. Il faut regarder quel est le processus de gouvernance. Là-dessus, Elinor Ostrom, je ne développe pas là, a mis 8 critères qu'elle a examiné. Elle a regardé les communs, puis elle a dit, voilà, il y a 8 critères qui font que quand ils sont là, les communs marchent. Ils perdurent dans le temps, ils maintiennent la ressource, les gens travaillent vers plus d'égalité. Et quand ils ne sont pas là, c'est difficile. Et enfin, quel est le risque d'enclosure du bien concerné? J'accélère, on restera au débat. Juste pour dire encore 2 transparents, le premier, c'est de dire, voilà, les communs nous font revenir sur quelque chose de fondamental qui est les révolutions du lac Atlantique, c'est-à-dire France, États-Unis, Angleterre, les révolutions du XVIIIe siècle, qui ont toutes abouti sur 2 piliers qui sont la propriété et l'individualisation des droits. Or, justement, nous nous trouvons avec les communs dans une autre situation où il y a des droits collectifs. Qui peut défendre des droits collectifs? Quel est le représentant d'un peuple autochtone, etc. Donc on a un problème de définir des droits collectifs, et puis on a des droits qui n'ont rien à voir avec la propriété. Le plus fort d'entre eux étant d'ailleurs les droits de l'homme. Donc il faut qu'on réfléchisse pour le XXIe siècle à ce que sont devenus ces 2 piliers. Est-il absolument nécessaire de maintenir comme figure universelle la propriété et l'individualisation des droits? Il y a des exemples justement à tirer dans les communs qui nous permettent de réfléchir à ça. Donc les community land trust, c'est l'idée que des gens ont une propriété, puisque pour pouvoir gérer de la terre, il faut en avoir la propriété pour pouvoir la cultiver, mais en même temps, à l'intérieur de cette terre gérée, elle est considérée comme un bien commun. En France, c'est l'association Terre de Liens, par exemple, qui permet à tout le monde, vous, moi, etc., de verser de l'argent à un pot commun qu'achète de la terre et qui sert à implanter des paysans avec des règles internes sur le type d'agriculture qui va être fait, sur le type de relations rurales, etc. L'autre exemple, c'est celui de Wikipédia. Moi qui ai été bibliothécaire, Wikipédia est un anonyme par excès d'auteur. Et ça change fondamentalement la relation individuelle et de propriété qu'a un auteur à son travail. L'autre élément, c'est revenir aux droits fondamentaux. Je pense que les communs sont le lieu, non seulement un laboratoire, comme disait Frédéric Sultan, mais c'est un lieu de réalisation des droits fondamentaux, les droits d'accès à l'eau, à l'éducation, au logement, les droits de l'homme, etc. Et donc c'est, comme le dit le juriste italien Stefano Rodotà, c'est la nouvelle frontière pour les droits constitutionnels. Quand on doit réfléchir au changement de la Constitution, c'est comment on développe les biens communs. Et ça, ce n'est pas uniquement propagandiste. Quand dans la Constitution française, on rajoute le principe de précaution, quelque part, c'est qu'on entend le fait qu'il y a les communs, ces communs universels dont j'ai parlé tout à l'heure, qui deviennent une nécessité constitutionnelle. Pas assez, donc il va falloir qu'on accentue un peu plus. Pas assez, pourquoi? Parce que nous avons un monde fini. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans tous les débats sur la croissance. Il faut être clair, la croissance, elle existe quand on pompe sur le commun universel. Voilà. Et depuis le début où on fait des calculs sur la base de la croissance, c'est parce qu'on pompe sur le commun universel. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir rendre maintenant à ce commun universel, c'est-à-dire quelle forme on va avoir d'égalité et puis de maintien de cette ressource terre qui est essentielle, c'est d'en finir avec cette idée aussi que nous aurions que des homo economicus, alors que la réalité des exemples, tous ceux que je vous ai cités, et bien d'autres qu'on utilisera peut-être dans le débat, nous montrent que l'homme, il est très complexe. Il n'est pas uniquement un homo economicus qui ne voit que son propre intérêt, mais il est aussi un homme altruiste, il est prêt à défendre des choses, à mourir pour la nation. Enfin, il a tout, et particulièrement les femmes, qui ne vont pas mourir pour la nation, mais qui ont un côté altruiste dans l'organisation des sociétés qui est absolument énorme. Et donc réduire cette complexité qu'est l'humain à l'homme économique me semble quelque chose qui est contraire avec la logique des communs. Hein, donc voilà. Mettre en place aussi le fait que
il y a un désir de partage. On voit très clairement quelque chose d'immense comme Wikipédia ne pourrait pas exister si les gens n'avaient pas ce désir de faire quelque chose qui ne leur apporte rien, il n'y a même pas leur nom, mais qui construit un commun. Et ça, il faut, à mon avis, qu'on le développe.